Drame, corruption, magouille, trahison et un soupçon de plomb, quelques verres de mauvais whisky et suffisamment de sale combine pour transformer une simple petite ville entière en une énorme poudrière, prêt à exploser à chaque instant. Dans ce drôle de patelin, les politiciens se vendent au plus offrant, les journaux racontent ce qu'on veut bien leur faire croire, et les honnêtes gens, ils essayent de survivre jusqu'au lendemain. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers, ici le reporter à l'agent du Shield. Alors, approchez donc, installez-vous confortablement, attrapez votre plus beau cocktail, gardez le béret bien vissé sur la tête et le cigare à portée de main, parce qu'aujourd'hui, nous allons analyser et critiquer la série Prime Video Spider-Noir et attendez-vous à une aventure pleine de couleurs. Avant même de pouvoir parler des personnages ou même de notre âme araignée, je pense qu'il faut que nous parlions déjà de quelque chose de primordial, l'ambiance de cette aventure que nous a offert Prime Video. La série s'inspire très clairement d'une Amérique des années 30, entre la fin de la prohibition, la montée en puissance de la mafia, la corruption de la politique, ainsi que de quelques-uns des clichés de la mode et surtout du patriarcat. Et c'est justement ce contexte qui donne autant de force à l'univers, parce que ici, les mafias contrôlent les rues, les politiciens se vendent au plus offrant, les journalistes manipulent parfois la vérité. On n'est donc pas tout simplement face à un Spider-Man dans le passé, mais on est face à un film noir déguisé en histoire de super-héros. Et c'est probablement ce que j'apprécie le plus. Parce qu'à aucun moment la série ne donne l'impression de tricher avec son époque. Les décors, les voitures, les costumes, les bars, les rues et l'architecture, tout semble avoir été pensé pour nous faire croire à cet univers a toujours existé. Et puis il y a évidemment le noir et blanc. Personnellement, je dois être clair avec vous, je recommande vraiment de regarder la série en noir et blanc. Et j'ai aussi un petit coup de gueule à vous passer. Parce que même si le Prime Video laisse le choix entre la version couleur et une version noir et blanc, j'aurais préféré que la série assume pleinement son concept et ne propose qu'une seule version. Parce que Spider-Man noir, c'est dans le nom techniquement, c'est Spider-Man noir, donc on s'attend au moins à ce que ce soit du noir et blanc, comme on l'a vu dans l'univers de Spider-Man New Generation. Mais évidemment, une belle atmosphère ne suffit pas à faire une bonne série. On peut avoir les meilleurs décors du monde, les plus beaux costumes, les meilleures musiques. Si les personnages ne suivent pas le rythme, c'est tout le chef d'orchestre qui est bon à jeter à la poubelle. Spider-Noir évite complètement ce problème, parce que je pense sincèrement que l'une des plus grandes forces de la série réside sur ses personnages. Et forcément, il faut bien commencer sur Ben Reilly, parce qu'ici, oubliez complètement Peter Parker. Ben Reilly est le fruit de cet univers et donc évidemment le contexte de cet univers. On parle parfois de héros ou d'anti-héros, détective qui veut faire justice soi-même ou de bourreau même allant de victime. Et j'ai énormément apprécié que malgré toutes ces contradictions, il reste surtout cohérent avec lui-même et surtout avec son univers. On n'a jamais l'impression que le scénario change sa personnalité selon les besoins du moment. Et au contraire, on sent que chacune de ses décisions est le résultat de son vécu. Tout ce qu'il a traversé semble avoir laissé une cicatrice, et honnêtement, c'est probablement l'un des Spider-Man les plus humains que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. On a évidemment aussi cette véritable transformation de l'idéologie de Spider-Man. On n'est pas du tout sur un personnage qui veut être romancé ou être vu comme un super-héros tout blanc. Non, il est gris, et ça se voit très bien. Mais que serait un personnage central sans personnage secondaire? Et Kate Hardy remplit parfaitement bien ce rôle. Encore une fois, j'étais parfaitement surpris parce qu'au début, je m'attendais honnêtement à assister à une romance relativement classique, une relation destinée à remplacer le vide laissé par Raimi. Et finalement, la série prend une direction plutôt intéressante. Silvermane lui offre la richesse, le luxe, la célébrité et les belles robes ainsi qu'une place parmi les plus hauts de ce monde. Il n'y avait finalement qu'une seule solitude, et alors qu'elle pensait que Silvermane lui avait comblé cette vide, elle a vite compris qu'il lui avait seulement offert une cage dorée. Et sa conclusion est probablement l'une des plus satisfaisantes de toutes. Puis Silvermane. Et honnêtement, quel antagoniste! Parce que là où beaucoup de méchants cherchent à impressionner par leur force, Silvermane n'a seulement besoin que de sa présence. Il n'a pas besoin de démonstrations spectaculaires ou de super pouvoirs. Dès qu'il entre dans une pièce, on comprend immédiatement qu'il contrôle la situation. Il représente à lui seul la corruption, l'argent et l'influence par la peur. Et c'est justement pour ça qu'il fonctionne aussi bien. Parce qu'il n'est pas dangereux par ce qu'il peut faire par lui-même, il est dangereux pour tout ce qu'il peut faire aux autres. Et même sa mort reste fidèle à cette philosophie.
calme, silencieuse, presque élégante, comme si le personnage acceptait déjà son propre destin. Mais au-delà des personnages principaux, la série réussit aussi quelque chose d'assez rare, c'est de donner l'impression que ces personnages secondaires sont aussi importants. Robbie Robertson par exemple est probablement l'un des meilleurs personnages secondaires, parce qu'il ne sert pas uniquement en tant que collègue ou alors simple sidekick secondaire qu'on connaît depuis évidemment la naissance des séries. Il devient progressivement sa conscience morale, une boussole à travers un monde rempli de mensonges et de manipulations. Même chose pour Janet, personnage secondaire certes, mais qui apporte énormément d'humanité à l'ensemble de cette aventure, parce qu'elle rappelle évidemment à Ben que chaque personne a le mérite d'être sauvée. Et enfin, il faut parler des antagonistes mutants, parce que là aussi Spider-Noir évite la facilité. Flint Marko, l'homme sable, est probablement le plus tragique. Un homme qui voulait simplement vivre normalement, mais que son destin a constamment poussé vers quelque chose qu'il n'a jamais demandé. Lonnie Lincoln, Tombstone, quant à lui, représente la victime absolue, toujours utilisée, exploitée et sacrifiée pour quelqu'un de plus puissant que lui. Et quant à sa fin, on n'espère que du bonheur avec sa mère dans les chutes du Niagara. Mais évidemment, il y a Dick Layton, alias Megawatt, qui est l'exact opposé complet de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que contrairement aux autres, lui ne cherche jamais à être sauvé. Là où Flint et Tombstone restaient des victimes d'un système qui les a brisés, Megawatt devient volontairement le monstre qu'il choisit d'être. Et sa conclusion est à la hauteur de nos attentes. Et j'ai trouvé cette opposition extrêmement intéressante, parce qu'elle rappelle une chose, tout le monde n'est pas forcément sauvable. Et c'est justement cette nuance qui rend les personnages de Spider-Noir aussi mémorables. Mais je dois dire que toute cette immersion ne peut alors être acclamée que grâce à une chose, et je dois dire une chose, c'est la musique de l'aventure que Prime Video a réussi à retranscrire dans cette histoire. On n'aurait clairement pas eu un tel succès si la musique n'aurait pas été fidèle à cette époque. Spider-Noir ne serait tout simplement pas la même expérience. La bande-son ne se contente pas d'accompagner les images, elle participe directement à l'identité de la série. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est qu'elle assume complètement son époque. Aujourd'hui, beaucoup de productions auraient probablement essayé de moderniser l'ensemble, ajouter des sonorités plus contemporaines, des musiques plus agressives, plus spectaculaires et même plus proches des standards actuels. Mais Spider-Noir accepte volontairement de faire exception à la règle et de rester fidèle à l'époque qu'il a voulu s'inspirer. Les cuivres, les trombones, le jazz, c'est des compositions qui rappellent constamment le cabaret, les théâtres et les vieux polars de l'époque. Et honnêtement, c'est exactement ce qu'il fallait faire, parce qu'une fois, tout semble aller dans la même direction. Il y a même un détail que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'est un moment où même Silverman qualifie la musique de trop moderne. Et honnêtement, j'ai presque trouvé ça amusant, parce qu'on a vraiment l'impression que même les artistes et même le casting s'étaient rendu compte qu'il pouvait y avoir un énorme risque là-dessus, et ont voulu évidemment s'approprier un petit quelque chose pour se couvrir. Et pourtant, elle reste constamment fidèle à son identité. Mention spéciale également aux séquences de cabaret et aux passages plus musicaux, parce que ce sont probablement les moments où l'ambiance m'a le plus marqué. On sent un véritable travail de reconstitution, une volonté de faire vivre cette époque plutôt que de simplement la montrer. Et honnêtement, certaines musiques étaient tout simplement exceptionnelles, au point où j'ai parfois eu l'impression qu'elles étaient aussi importantes que les dialogues eux-mêmes, parce qu'elles ne servent pas seulement à l'accompagnement de l'histoire, elles participent à la raconter. Mais au-delà de ses ambiances, de sa musique et de ses personnages, il faut dire que la durée des épisodes était assez osée, mais pourtant, c'est peut-être un bon coup de maître. Parce que sincèrement, c'était probablement l'un des plus grands doutes que j'avais ressenti avant de commencer. Spider-Noir propose seulement 8 épisodes d'environ 35 à 40 minutes. Avec une ambiance assez particulière et aussi lente et inspirée des vieux films noirs, j'avais peur que certains passages traînent en longueur. Et au final, j'ai été extrêmement surpris que la série se donne même le droit de nous mettre à l'envers sur ce fameux prétexte que les épisodes trop courtes ne pouvaient seulement qu'être décevantes. Parce que la série comprend parfaitement le type d'histoire qu'elle cherche à raconter. Elle ne cherche jamais à devenir un blockbuster moderne et ne cherche jamais à nous balancer une explosion ou un combat tous les 10 minutes pour maintenir artificiellement notre attention. Elle prend son temps et laisse vivre ses personnages en nous laissant respirer dans ses dialogues. Et surtout, elle laisse son univers exister. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la manière dont la série traite ces scènes d'action. Aujourd'hui, beaucoup de productions auraient cherché à tout montrer, chaque coup, chaque explosion et affrontement. Alors ici même, certaines scènes sont volontairement suggérées, parfois à travers des ombres, des hors-champs, simplement par des mises en scène. Et honnêtement, j'ai trouvé ça extrêmement intelligente, et même un sacré degré d'honneur offert à l'inspiration des films de l'époque. On ne cherche pas constamment à impressionner le spectateur, on cherche surtout à nourrir son imagination, et le résultat fonctionne parfaitement bien. Autre chose qui m'a énormément plu, la variation du rythme, parce que la série sait quand ralentir.
elle sait quand accélérer et quand prendre le temps de développer un personnage. On passe parfois d'une scène contemplative à une scène de suspense, puis à une confrontation et enfin à un moment plus émotionnel. Et jamais il n'y a eu l'impression que la série stagnait. Au contraire, chaque épisode apporte quelque chose de nouveau, chaque épisode fait monter davantage la tension et fait avancer les personnages vers leur climax. Et je vais être honnête avec vous, je pensais qu'à la fin de la série, j'allais être déçu par un climax ou alors à un cliffhanger qui allait se conclure à une fin totalement banale, ou à une conclusion volontairement incomplète pour préparer une suite, ou alors un spin-off. Et finalement, la série choisit exactement l'inverse. Elle raconte son histoire et développe ses personnages et conclut son acte. Elle nous offre une véritable fin. Une fin qui reste fidèle à son univers tout en étant beaucoup plus lumineuse que ce que nous avions jamais imaginé. Et honnêtement, c'est probablement l'une des meilleures décisions qu'elle pouvait prendre. Et si une suite serait alors faisable, alors je la prendrai avec plaisir. Et finalement, après avoir regardé la série, après en avoir parlé de bien, pourquoi cette série a-t-elle si bien fonctionné? Pourquoi est-ce que celle-là et pas d'autres? Alors que pourtant, ce n'est pas la première fois que Marvel essaye alors la production en noir et blanc. Pourquoi Spider-Noir a-t-elle fonctionné alors que sur le papier, cette série avait tout pour diviser? Déjà parce qu'elle ose le noir et blanc, aujourd'hui c'est quelque chose qui peut facilement rebuter une partie du public. Ensuite, parce qu'elle adapte le rythme beaucoup plus posé que la majorité des productions actuelles. Elle prend son temps, elle laisse respirer ses personnages, elle laisse vivre son univers et surtout, elle refuse constamment de suivre les clichés des blockbusters d'actuels, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut être. À aucun moment on a l'impression que chaque épisode a l'air d'être déconnecté de l'autre et que le fil rouge a l'air de changer de main d'un épisode à l'autre. Non, ça a l'air d'être constant, travaillé et surtout fidèle aux résultats et aux matériaux d'origine. C'est sa cohérence qui apporte évidemment son atmosphère, parce que tout fonctionne ensemble. L'ambiance soutient les personnages soutiennent l'histoire soutient l'univers et les musiques soutiennent l'immersion. Rien ne semble avoir été ajouté juste pour remplir du temps. Tout paraît avoir une utilité et c'est probablement ça qui m'a le plus marqué. Parce que même lorsque la série devient plus sombre, elle ne tombe jamais dans l'excès. Même lorsque ça devient tragique, elle ne cherche jamais à être déprimante. Même lorsqu'elle devient plus violente ou plus sombre et gore, elle ne devient jamais gratuite. Et c'est peut-être là que Spider-Noir réussit quelque chose de beaucoup plus intéressant que d'autres productions a oublié de faire, et même oublie parfois de faire. Elle fait confiance à son univers, elle fait confiance à ses personnages, elle fait confiance à son public et surtout à ses auteurs. Et honnêtement, ça fait énormément de bien. Je pense aussi que ce format joue énormément en sa faveur. 8 épisodes, entre 30 et 40 minutes, juste ce qu'il faut pour raconter une histoire. Pas de filler, pas d'intrigue artificielle, pas de cliffhanger forcé. La série raconte ce qu'elle a à raconter. Et ça s'arrête là. Et ça aussi, ça devient de plus en plus rare. Parce que à la toute fin, je m'attendais sincèrement à quelque chose de plus sombre. Je pensais que la série allait finir dans le désespoir, la tragédie, une facilité permanente. Et même dans le cliché que parce que la série est noir et blanc, fallait que ce soit en noir et blanc. Bah absolument pas. Finalement pas du tout. Elle choisit une autre voie. Une voix beaucoup plus humaine, chaleureuse et presque réconfortante. Comme si après avoir traversé toute cette noirceur, les personnages avaient enfin le droit de souffler. Et honnêtement, je trouve que c'est exactement la bonne décision qu'il fallait faire. Parce que cette fin prouve quelque chose. Spider-Noir n'est pas sombre pour paraître mature. Spider-Noir est sombre parce que c'est son univers. Parce que c'est comme ça qu'il fallait la présenter. Et au final, après plusieurs heures à avoir circulé à travers les ruelles sombres et écœurantes de New York, est-ce que vous avez évidemment un avis assez mitigé à me proposer ? Ou est-ce que vous avez apprécié cette petite épopée à travers ce New York des années 30 ? Une question cependant reste évidemment en suspens. Spider-Noir vaut-il réellement le détour ? Eh bien je pourrais clairement vous dire que oui. Et en termes de note finale, je pourrais seulement que lui offrir un bon 9 sur 10. C'est assez peut-être extrême pour certains, mais pour ma part je dois avouer n'avoir jamais trouvé le moindre défaut à redire. Peut-être un peu de simplicité narrative sur certains personnages, peut-être quelques déceptions d'un côté ou de l'autre, mais allons, ce n'est seulement que de simples petites prises de tête. Au final, j'ai passé un excellent moment. Cette aventure vaut le détour. Prenez également peut-être un abonnement ou passez évidemment peut-être à l'abonnement familial. Je pourrais vous assurer que vous passerez un excellent moment. Une chose est sûre les héros, c'est que cette aventure valait vraiment le détour et que cette vidéo aura été un vrai plaisir à la faire. Si c'est le cas, j'espère que vous avez évidemment posé votre pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi partager la chaîne. Continuez à suivre le multivers Marvel à mes côtés. Et je vous dis à très vite les héros, c'était l'agent du Shield. Ciao.